Alors que les Françaises et Français battaient le pavé ce 31 janvier contre la nouvelle réforme des retraites, au même moment, le Sénat adoptait largement le projet de loi dit olympique. Un texte controversé, débattu depuis le 24 janvier dernier, très axé, on va le voir ce soir encore une fois, sécurité. Et bien au-delà du cadre des manifestations sportives que la France organisera du 26 juillet au 8 septembre 2024. Un projet de loi dit olympique qui n'a de sportif que le nom. Le Conseil d'État et de nombreux autres observateurs le souligne. Dans le viseur de ses détracteurs, l'article 7, entre autres, du texte, qui souhaite rendre possible la mise en place de dispositifs expérimentaux de vidéosurveillance automatisée, autrement dit de l'instauration d'intelligence artificielle dans les flux de vidéosurveillance, capable d'identifier, par exemple, des comportements jugés suspects. Mais qu'est-ce qu'un comportement suspect? Qui en jugera? Quels impacts sur la tenue des événements et plus largement sur la société tout entière si un tel dispositif tend à se généraliser? Et puis, finalement, pour une sécurité optimale, profitable à toutes et à tous, ne sommes-nous pas condamnés, quelque part, à passer par là? Pour poser toutes ces questions et d'autres, j'ai invité Bastien Lequérec, juriste à la Quadrature du Net, et Natsuko Sasaki, membre du collectif Saccage 2024. Bonsoir Natsuko. Bonsoir. Et bonsoir Bastien. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation ce soir. Merci de vous recevoir. Je suis content de vous recevoir. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on a bien planté le décor, je crois. Fin janvier, sur France Info, la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, expliquait en quelques mots le sens de ce projet de loi. On l'écoute. Ce qui est prévu, c'est que dans ce projet de loi, pour la première fois en France, pour assister l'aide à la décision des forces publiques, il y ait des analyses automatiques en temps réel d'images fixes, par exemple, qui sont issues de caméras de vidéoprotection ou embarquées sur des drones à l'aide d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour détecter, par exemple, des comportements suspects, des incidents, des colis abandonnés, des mouvements de foule. On a vu que ça avait été un enjeu au moment de la Coupe de la Ligue des Champions au mois de mai dernier, par exemple. Qu'est-ce qu'un comportement suspect ? Un comportement suspect... Si je cours et que la foule marche, par exemple, est-ce que je suis suspect ? Pas nécessairement, et c'est bien tout l'enjeu de cet apprentissage des algorithmes pour éviter... Un des handicaps de cette technologie qui est qu'elle peut produire des biais si les algorithmes sont mal entraînés à partir de données qui ne sont pas pertinentes avec les bons tests. Par exemple, si on veut détecter des personnes qui sortent des fusils et que vous sortez votre parapluie, et ben, si l'algorithme est mal entraîné, vous pouvez avoir des forces de l'ordre qui viennent sur place de façon inutile et vous vivre un moment désagréable. Donc, par exemple, qui va contrôler l'algorithme ? Alors, qui va contrôler l'algorithme ? Est-ce que vous saurez à la CNIL ce qu'il y a précisément dedans, c'est-à-dire ce qu'il recherche sur les images? Alors précisément, le législateur et la commission des lois du Sénat a prévu, en tout cas à ce stade, donc, la loi n'est pas encore votée, que la CNIL accompagnerait les fournisseurs d'algorithmes. D'ailleurs, la CNIL a une expertise en matière d'intelligence artificielle. On a déjà travaillé sur les assistants vocaux, les algorithmes en matière de recrutement, etc. Donc très concrètement, on va dialoguer. La CNIL, c'est pas qu'un gendarme des données. Elle fait beaucoup d'accompagnement. On va voir si les données qui sont utilisées par ces algorithmes sont fiables, sont pertinentes, et surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas de biais et d'erreurs. Voilà. Voilà, on a entendu donc longuement Marie-Laure Denis qui nous explique un peu le contenu de la loi et son objectif finalement sécuritaire, comme on l'a dit dans l'intro. Alors je crois que tous les deux ici, pour vous, cette loi n'est ni plus ni moins qu'un cheval de Troie pour amener autre chose. Qu'est-ce que vous craignez, Natsuko ? Peut-être... Là, on a entendu tous les trois. Oui. La présidente de la CNIL nous rassurer en disant c'est pour la sécurité, l'algorithme va pouvoir détecter un fusil, le différencier d'un parapluie. Est-ce que ça vous rassure finalement les propos tenus ? Ah non. Oui. Et pourquoi ? Cette loi, elle est très intéressante parce que, et je laisserai peut-être Natsuko développer sur ça, elle arrive à un moment, les Jeux Olympiques, par nature exceptionnels. Les Jeux Olympiques, historiquement, ont toujours été l'occasion de faire passer des mesures qui, dans un autre contexte, ne seraient pas passées. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques de Tokyo, puisque quelques années avant, le gouvernement avait tenté de faire passer des lois pour restreindre les libertés, n'avait pas réussi, et finalement... avec le prétexte des JO de Tokyo, a réussi à faire passer sa loi anti-conspiration, qui a été vraiment critiquée parce qu'elle était très liberticide. Ici, en France, c'est exactement la même chose qui se passe, c'est-à-dire que la loi JO, au-delà de la question de la vidéosurveillance algorithmique, est une manière, et les JO sont une manière de faire passer quelque chose qui
autrement n'aurait pas été acceptable. Bien sûr. Alors, Natsuko, vous représentez ici ce soir le collectif Saccage 2024. Oui. C'est la première fois que vous venez aux médias. Bienvenue. Alors, en 2 mots, quelle est la mission de ce collectif ? Au début, ce collectif s'est formé parmi plein de collectifs qui faisaient plutôt la lutte locale au niveau de Pleyel et contre les jardins oubliés d'Aubervilliers. Pour le défendre, oui, ça, bien sûr. Le village des médias. Tout à fait, dans le nord de Paris. Voilà, et au début, on était, le consensus du collectif, c'était on est contre les saccages olympiques, sans forcément être frontalement contre les Jeux olympiques. D'accord. Mais après, on a eu des discussions internes pendant des années. Et puis maintenant, nous avons pris la position contre les Jeux olympiques. Finalement. Oui, Oui. Ici et ailleurs. C'est-à-dire qu'on s'oppose au modèle de cet événement sportif. C'est intéressant parce qu'on va y venir un peu plus tard dans notre discussion, que, comme tu l'as dit à l'instant, c'est un peu le contexte particulier, exceptionnel des Jeux Olympiques. Finalement, c'est la cause qui permet l'instauration de ce genre de loi, ou même d'aménagement du territoire, anti-écologique, etc. Et qu'aussi, on peut le dire aussi. Alors, 10 jours plus tôt, parce que là, elle parlait le 24, la présidente de la CNIL, 10 jours plus tôt, le 14 janvier, vous organisez ensemble avec d'autres collectifs et associations un grand événement public à Paris, à la Flèche d'Or, dans le 20e, auquel j'ai pu assister d'ailleurs. C'est très, très bien organisé, réunissant 300 personnes malgré la pluie. Quels en étaient les objectifs de cet événement et comment ça s'est passé ? Bastien. L'objectif de cet événement, c'était de rassembler autour d'un événement unique toute la contestation sociale. C'est-à-dire que le combat que porte la Quadrature contre l'usage de technologies pour augmenter la surveillance et la pression de l'État sur l'espace public, finalement, c'est une petite partie d'une contestation plus large. D'une contestation autour du rôle de l'État, autour du rôle de la technologie, mais aussi une contestation autour des JO, de ce qu'ils apportent, du modèle de société qu'ils apportent. Et donc notre objectif en janvier avec cette soirée, c'était de réunir des militants, des chercheurs qui ne sont pas forcément sur les sujets de la Quadrature, qui ne sont pas forcément sur le sujet des libertés numériques, pour les faire parler, pour apporter leur voix, parce qu'on a besoin de se nourrir de ces discours qui sont à côté, en parallèle, et qui viennent compléter le discours que la Quadrature peut avoir. Bien sûr, il y a eu aussi plusieurs ateliers, enfin on pouvait aussi... en gros, c'était l'éducation populaire ce soir-là, en fait, c'est ça dont il s'agit. Alors, effectivement... Il y a eu une partie de l'éducation populaire. Voilà, la troisième partie de cette soirée, après avoir laissé la parole pendant 1 heure à des chercheurs et chercheuses et militants et militantes, la troisième partie consistait en des ateliers pour essayer de donner quelque chose de concret à cette lutte et à ce discours. Et donc, effectivement, on a réfléchi sur comment lutter pour documenter cette surveillance dans les villes, comment faire en sorte de porter notre voix dans la rue, parce que si la rue de demain sera encore plus surveillée, c'est avant tout un espace d'expression qu'il faut réinvestir. Donc, à travers ces ateliers, notre objectif, effectivement, c'était de permettre à tout à chacun et tout à chacune de réinvestir ce terrain et d'agir concrètement. Alors, dans votre viseur, à tous les deux, et pas que vous, ce soir-là, comme je le dis dans l'intro, il y a cet article 7 de la loi olympique. Alors, lors de votre soirée, Mateusz Viega Ferrari, je prononce bien son nom, doctorant en anthropologie et en relations internationales à Paris 8, nous en a lu un petit extrait. Vous vous souvenez ? On l'écoute. Donc, c'est le tout début, c'est le premier paragraphe que j'ai coupé en deux. Et je vais le dire. À titre expérimental, et jusqu'au 30 juin 2025, à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords, ainsi que dans les moyens de transport et sur les voies les desservant, peuvent faire l'objet de traitements comprend un système d'intelligence artificielle. Alors, vous avez bien compris que cette loi, elle sera présentée prochainement au Sénat, le 23 janvier 2022, le 24, et c'est ce qu'on appelle informellement la loi olympique 2, parce qu'il y a déjà une loi olympique. C'est donc le 14 janvier, 10 jours avant que la loi soit finalement étudiée et débattue au Sénat. Alors, on entend là, si on prend un point de vue un peu extérieur, un peu dépolitisé, je ne sais pas, tout du moins
sans a priori. Pourquoi cette loi vous pose problème, cet article de loi plus précisément, puisque ça propose de la sécurité, et de la sécurité il en faut bien dans un événement qui accueille des millions de personnes. Alors aujourd'hui, l'article 7, dont on a entendu un extrait, vise à légaliser ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique, c'est-à-dire l'usage de traitements automatisés pour analyser ce qui est filmé par les caméras de vidéosurveillance. Pour aider les agents humains. Alors aujourd'hui, ce travail d'analyse des images, il est fait exclusivement par une personne humaine. Il ne peut pas y avoir d'analyse automatisée. Ce que demain veut autoriser ce projet de loi, c'est de faire cette analyse automatiquement pour massifier en réalité la surveillance. Et cet article 7 donc, qui vise à autoriser ces algorithmes, nous, à la Quadrature du Net, on demande sa suppression pure et simple parce qu'il s'agit d'instaurer dans l'espace public le degré presque ultime de surveillance à l'aide de la vidéosurveillance des caméras qui sont déjà en place. Aujourd'hui, le territoire français est surpeuplé de caméras de vidéosurveillance. On en trouve pour n'importe quel prétexte. C'est un argument politique aussi pour rassurer la population. La population demande un sentiment de sécurité. C'est effectivement, le déploiement aujourd'hui de caméras de vidéosurveillance, indépendamment des algorithmes, il répond non pas à une question de délinquance, parce que l'inefficacité aujourd'hui commence à être de plus en plus étayée, mais il répond à une problématique politique que les décideurs et décideuses politiques veulent capitaliser sur ce sentiment d'insécurité. Et la vidéosurveillance est une manière très rapide de répondre à ce sentiment. Ça ne résoudra aucun problème, mais c'est une manière de répondre à ce sentiment et donc de capitaliser politiquement. Mais du coup, vu que ces caméras de vidéosurveillance classiques sont aujourd'hui partout sur le territoire, on a des petites communes avec 2-3 000 habitants qui ont plusieurs dizaines de caméras dans des lieux où il ne se passe absolument rien. Demain, ce projet de loi vise à instaurer cette surveillance non plus humaine, parce que s'il n'y a pas un agent derrière la caméra, les personnes ne sont pas surveillées en direct. Et bien demain, on n'aura plus besoin d'avoir un agent sur place. Tout le monde, toute personne filmée, fera l'objet d'une analyse très minutieuse de son comportement, avec toute la dimension politique qu'il y a derrière. Et c'est en ça que c'est une... Ça, c'est ce que vous craignez, vous, à la Quadrature. C'est même pas ce qu'on craint, c'est la réalité. C'est-à-dire que avec les algorithmes, l'objectif, c'est de remplacer l'humain dans cette première analyse du comportement. Parce que là, alors l'article a été adopté, il va passer devant les députés dans pas longtemps. Mais on a le gouvernement qui nous assure que c'est une expérimentation, donc pas... vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez, mais des caméras dites augmentées, et que tout ça est entouré de garanties très nombreuses. Alors, il les a citées aussi à un moment donné. La présidente de la CNIL précisait toujours d'ailleurs sur la même antenne de France Info fin janvier que la vidéosurveillance augmentée, entre guillemets, sera limitée aux abords des lieux sportifs, donc pas dans les petits villages, des transports les desservant, et surtout que tout ceci sera ponctuel, encore une fois. Et puis le gouvernement a répété encore le 31, donc là, il y a quelques jours, qu'il excluait la reconnaissance faciale. On en parlait la dernière fois que vous étiez venu, sur le plateau. Est-ce que c'est rassurant quelque part? Est-ce que ça, vous qui combattez contre les dérives possibles ou prévues, est-ce que c'est rassurant pour vous? C'est absolument pas rassurant parce Pourquoi? Que les Jeux Olympiques, c'est 2 semaines. L'expérimentation qui est prévue va démarrer... Juin 2025. Voilà, va démarrer au jour de la promulgation de la loi. Donc, on nous annonce la promulgation fin avril, début mai, jusqu'à juin 2025. Donc, bien après les Jeux Olympiques. Et en réalité, on voit très bien, dans l'histoire des mesures sécuritaires, notamment avec la surveillance algorithmique des réseaux par les services de renseignement, avec l'état d'urgence sécuritaire en 2015, on voit très bien que ces mesures dites exceptionnelles, quelques années plus tard, sont définitivement autorisées. Et ici, avec cette vidéosurveillance algorithmique, on a tout à craindre que, après cette phase d'expérimentation, une proposition de loi ou un projet de loi viennent définitivement les autoriser. On a une industrie qui fait des investissements massifs. On a des collectivités... Ça, c'est un argument. C'est vrai que l'industrie génère, je crois que 8 milliards d'euros par an, l'industrie sécuritaire française, c'est vrai que c'est quelque chose. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des sommes vraiment astronomiques. Et aujourd'hui, on a un tissu français d'industrie de la surveillance qui investit dans ce domaine-là. Les collectivités locales qui installent ces algorithmes investissent également. Le ministère de l'Intérieur, à travers le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, subventionne ces dispositifs, pas que de la vidéosurveillance classique, mais subventionne également ce type de dispositif, alors même qu'aujourd'hui ils sont illégaux. Donc il y a aussi un investissement de la part du ministère de l'Intérieur, et
absolument personne ne croit à l'hypothèse d'un arrêt après juin 2025 de ces dispositifs qui seront installés, qui commenceront à être presque banalisés dans l'espace public et dont tous les défenseurs de cette technologie demandent depuis des années leur légalisation définitive et non pas temporaire. Défenseur que j'ai voulu d'ailleurs inviter à plusieurs reprises ici, plusieurs personnes, je ne saurais pas les noms, on n'a pas réussi à avoir de personnes pour cela. Je me fais l'avocat du diable. Peut-être un commentaire, Natsuko, sur ce que j'ai été dit à l'instant. Je voudrais faire un petit rappel des JO de Londres de 2012. Si Londres est connu pour les milliards de CCTV dans les années 2010, c'est parce qu'il y a eu l'organisation des JO de 2012 là-bas. Et puis, bien sûr, les vidéosurveillances qui ont été installées pour les JO n'ont pas disparu après l'événement. Ils sont toujours là et Londres est une ville européenne ultra surveillée, quoi. Ouais. Une des plus surveillées. Alors justement, vu qu'on parle ensemble là, je crois que vous, et vous n'êtes pas la seule, à penser que ce projet de vidéosurveillance algorithmique peut servir en quelque sorte à venir embourgeoiser, parce que là, faut recontextualiser, c'est-à-dire que les JO 2024 de Paris vont avoir lieu pas à Paris, ou pas beaucoup à Paris, vont avoir lieu en Seine-Saint-Denis, dans le nord de la ville finalement, dans un département et une ville qu'on peut dire populaire, tout du moins, et puis beaucoup de précarité aussi, et il y a une sorte d'embourgeoisement de ces quartiers, et que ce projet-là peut servir à chasser des personnes de ces endroits. Comment vous l'expliquez en fait ? Donc la vidéosurveillance qui contribue à chasser les populations qui habitent en ce moment, parce qu'il y a la vidéosurveillance, du coup on ne peut pas vivre dans le quartier... C'est ça ? Oui, c'est ça, en gros. Comment ce projet de vidéosurveillance automatisée peut servir, c'est un argument que j'avais entendu durant votre soirée, à embourgeoiser des villes et des quartiers. Comment ça peut arriver, en fait ? Il y a un exemple qu'on a documenté pendant le premier confinement lié au Covid-19, c'est que donc au moment du premier confinement, on a commencé à observer que certaines personnes commençaient à recevoir des amendes sans avoir rencontré les forces de l'ordre. Et en réalité, au fur et à mesure des travaux... Voilà. Je l'ai vécu, c'est vrai que ça existe. Et en fait, ce qu'on a fini par comprendre, c'est que étaient ciblés des jeunes dans des quartiers qui ne pouvaient pas rester chez eux parce que ils habitent dans des habitations exiguës, que ça fait partie de leur manière de vivre, de s'approprier l'espace public. Et on a vu pendant le premier confinement que la répression policière ciblait particulièrement ces types de personnes, parce que, alors même que aucun policier, aucun policière ne leur avait demandé s'ils avaient leur attestation, on avait automatiquement presque, et je reviendrai sur ce point, décidé qu'ils étaient coupables de cette infraction de non-respect du confinement. Et avec la vidéosurveillance automatisée, ce que l'on peut craindre, c'est que toutes ces mécaniques de contrôle des populations qu'a l'État vont s'amplifier, parce que la vidéosurveillance algorithmique est politique et le résultat de choix politiques et de choix de comment on organise l'espace public, quels sont les comportements anormaux. Et même si ce projet de loi ne prévoit pas de mise à l'amende automatique des personnes, c'est un phénomène. Voilà, c'est un phénomène que l'on observe, et il y a tout à craindre que dans quelques années, si cet article 7 est validé et définitivement voté, et que ces algorithmes sont inscrits dans le marbre législatif, on a tout laisse croire que plus tard, on voudra aller plus loin. Et aujourd'hui, avec la vidéosurveillance classique, on peut faire de la vidéo-verbalisation. Demain, on peut craindre que ces algorithmes d'automatisation permettent de faire de la vidéo-verbalisation automatisée. Et il ne faut pas se dire que c'est un fantasme sécuritaire, que on serait dans un discours qui vise à faire peur les populations. En 1995, quand la vidéosurveillance classique a été autorisée, personne à l'Assemblée ou au Sénat ne s'imaginait que 25 ans après, on en serait à légaliser l'étape supérieure, l'automatisation et la fin quasiment du contrôle humain dans ce travail de police. C'est vrai. Alors peut-être que je me fais encore une fois l'avocat du diable. Est-ce qu'on ne peut pas, laissez-moi aller jusqu'au bout, je sens que vous restez sur votre siège, se réjouir quelque part qu'un cadre légal puisse enfin avoir lieu, puisque ces pratiques de vidéosurveillance, même avec la reconnaissance faciale ou ce genre de choses automatisées, existent déjà. On l'a déjà dit. C'est déjà l'exemple de Reims.
Vous avez vu sur Street Press il y a quelques jours, dévoilé tout récemment par le camarade de Street Press, du coup, en dit long. Donc, est-ce que on pourrait pas un peu se réjouir qu'au moins, bon, cette loi peut-être pas celle-ci, mais qu'il y ait un débat à l'Assemblée, au Sénat, pour donner un cadre légal à ce qui existe déjà? Aujourd'hui, le débat, il n'existe pas. Ce qui s'est passé au Sénat, c'est une validation pure et simple. On a eu une opposition très mollassonne du PS qui finalement n'a pas voté pour la suppression de cet article et ensuite s'est abstenu au moment du vote de l'article. Il n'a pas voté contre cet article. Les débats aujourd'hui parlementaires sont de très mauvaise qualité. C'est justement notre objectif, nous, à la Quadrature, de remettre un peu de contexte, de contextualiser cette lutte, d'apporter ces arguments-là. Mais au moment du débat public, on nous affirme des grands principes. Gérald Darmanin qui nous dit qu'on aurait un besoin absolu d'avoir ce genre de technologie, alors même que toutes les études tendent à montrer que justement on n'en a pas besoin, on peut faire de la sécurité autrement. Donc aujourd'hui le débat, il est vraiment très pauvre. Ensuite, le problème avec cette loi, c'est qu'en légalisant certains usages, c'est l'effet cliquet sécuritaire qui se met en marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit est suffisant pour faire interdire ces dispositifs. Et en réalité, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de les encadrer. On a tout simplement besoin de les chasser de l'espace public. On aura beau mettre tous les garde-fous qu'on veut, on aura beau mettre la CNIL pour qu'elle nous dise « Ok, tout va bien, oui, là, peut-être que ça dépasse un peu. » On aura beau mettre tous ces garde-fous, à la fin, le résultat sera que l'espace public sera surveillé, que ces algorithmes sont intrinsèquement biaisés, sont intrinsèquement racistes, que l'État va accentuer son contrôle sur les populations. Et ça, il faut le refuser parce que c'est le modèle de société qu'il faut refuser et dont ces algorithmes ne sont finalement que la traduction législative et technologique. Alors Natsuko, de votre côté, vous êtes... Alors, il y a la Quadrature qui est sur le terrain, évidemment, mais vous, avec votre collectif, j'imagine d'habitantes des quartiers, comment vous vous goupillez pour agir au quotidien? C'est quoi vos actions pour lutter contre ce que dénonce Bastien à l'instant? Des actions concrètes? Oui. C'est vrai que... Mais dis-moi, qu'est-ce que vous faites avec le collectif en vue des JO? Même pour le coup, là, vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'au départ, c'était pour contre le saccage des jardins d'Aubervilliers, mais là, on a élargi à combattre les JO. C'est ça. Comment vous en êtes venu là? Comment les débats ont eu lieu en interne pour arriver à dire en fait c'est les JO le problème? Et puis dans un second temps, comment vous faites? C'est quoi les actions que vous menez? Oui, déjà la question plus simple à répondre, c'est comment on est arrivé à cette conclusion de lutter contre les Jeux olympiques. C'est tout simplement parce qu'on a perdu presque toutes les luttes locales. On n'a pas réussi à stopper l'échangeur Playel et le village des médias, tout ça, sauf une exception importante, c'est la piscine de Aubervilliers. Mais globalement, on a perdu les luttes locales. Du coup, les gens se posent la question, mais est-ce que maintenant, peut-être mieux vaut être contre les JO? Mais sinon, il y a aussi des discussions internes, notamment le fait qu'on a organisé un week-end avec des militants internationaux en mai 2021. Et on a invité plein de militants anti-JO qui viennent du Japon, des États-Unis et de l'Espagne, mais plutôt de la Catalogne, qui à l'époque qui luttait contre la candidature de Barcelone aux JO d'hiver en 2030, et ils ont gagné. Et puis on a vu ces gens qui luttent contre les JO dans d'autres contextes, et on a enrichi nos discussions et nos réflexions. Et puis, il y a en gros, à mon sens, deux contextes, parce qu'on a perdu les luttes locales à Paris, et puis en 2021, on a eu de rencontre avec les autres militants. Et voilà, et comme ça. Et puis, comment on lutte contre tous ces saccages? C'est difficile à dire, parce que déjà, les luttes contre projets spécifiques, on a perdu. Les petites luttes locales, vous avez perdu. Oui, c'est ce que vous dites. Et en même temps, c'est vrai que là, le constat, peut-être que le mot qui me vient là pendant que vous me parlez, c'est la radicalisation. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes radicalisé? Par radicalisation, j'entends s'en prendre à la racine du problème. Plutôt que de lutter contre les effets des JO à Paris, une fois que ça va avoir lieu, vous vous êtes dit, en fait, il faut lutter contre le problème en général. On creuse la racine du problème, oui, c'est... Si vous voulez dire que la radicalisation, c'est ça. On est tout à fait d'accord avec cette radicalisation.
Voilà, oui, tout à fait. Et peut-être un message, pour les personnes, là je pense par exemple aux Suisses qui ont dû voter il n'y a pas très longtemps et qui, dans le Valais, ont dit finalement non, on ne veut pas des JO parce qu'ils avaient identifié en amont les problèmes qu'il pourrait y avoir en termes d'écologie, mais aussi en termes de sécurité et de liberté individuelle. Oui. Oui, surtout ce que Bastien a dit, l'important c'est que les JO, c'est, comment dire, il y a plein de petits problèmes, petits ou grands problèmes, mais au fond, s'il y a une seule raison d'être contre les Jeux olympiques, c'est cette capacité des Jeux olympiques de permettre quelque chose d'impensable dans les temps normaux. Les JO sont capables de suspendre les règles normales de la démocratie. Et comme ça qu'on peut avoir bientôt la loi qui permet la vidéosurveillance algorithmique, qui était sans les JO. Peut-être que, certes, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs qui préparaient pour installer en France, mais c'était difficile, ou peut-être impossible de faire sans les Jeux olympiques ou un autre événement de cette taille-là. Oui, voilà, exactement. Justement, ça pose une question, mon avant-dernière, je puis dire, parce qu'on est quand même à une époque où l'avancée technologique est quand même très présente dans le monde. Le tout connecté est là, parfois avec des projets fous comme The Line. Je ne sais pas si vous voyez en Arabie Saoudite, cette ville futuriste de 150 km de long, 500 mètres de haut, avec des miroirs sur les côtés. C'est un projet pharaonique qui est en train d'avoir lieu là-bas. Est-ce que... avec cet argument-là, donc de l'avancée technologique, du progrès, et en même temps du risque terroriste qui est là et qui fait peur, et on peut penser à ça, du flux migratoire qui peut crisper par ici par là, on le voit, les frontières, les murs n'ont jamais été aussi hauts et présents dans le monde. Est-ce qu'on n'est pas un peu condamné, est-ce qu'on peut encore penser ou espérer échapper à cet avenir très contrôlé, qui semble tout tracé quand même? Alors ça pose la question de comment on fait de la sécurité. Aujourd'hui, la réponse que nous apporte le gouvernement, mais finalement depuis de nombreuses années, le premier quinquennat Macron a été particulièrement marqué par une vision très dure de la sécurité qui passe par la technologie, qui passe par plus de fichage. Oui. C'est une manière de faire de la sécurité, mais ça n'est pas la seule manière. Ça n'est pas la manière respectueuse des libertés de faire de la sécurité. On peut faire de la sécurité sans surveiller tout le monde, sans porter une atteinte aussi grave aux libertés fondamentales. Aujourd'hui, la vidéosurveillance algorithmique, c'est faire de la sécurité par une croyance que la technologie va nous sauver. On est dans le technosolutionnisme pur. Ce projet de loi part du principe que, en surveillant tout le monde, automatiquement, avec toujours plus d'algorithmes, avec des caméras de plus en plus présentes sur le territoire, on arriverait, et je mets vraiment un conditionnel ici, on arriverait à résoudre tous les problèmes du monde. Or, la vidéosurveillance algorithmique, c'est presque de la technomagie en réalité, c'est-à-dire que personne n'est capable, et Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, la première, personne n'est capable de dire si ces algorithmes vont être efficaces. On part du principe que la vidéosurveillance normale, classique, serait efficace, alors que toutes les études montrent une absence d'efficacité de la vidéosurveillance. La Cour des comptes, en 2020, on ne peut pas qualifier la Cour des comptes de repère de gauchistes. La Cour des comptes pointait sur la base des statistiques du ministère de l'Intérieur l'absence d'efficacité de la vidéosurveillance. Donc aujourd'hui, on a vraiment cette croyance et une sorte de discours performatif qui consiste à dire que la technologie va nous sauver. C'est une manière très particulière de faire de la sécurité, et ça n'est pas la seule. Aujourd'hui, on nous présente la vidéosurveillance algorithmique comme une manière de lutter contre les mouvements de foule, de lutter contre les bagages abandonnés. Ouais. Ça fait des années qu'on fait de la sécurité sans surveiller tout le monde de manière automatisée. L'argument de ce qui s'est passé en mai 2022 au Stade de France avec les problèmes de gestion de foule est souvent pris en exemple. Oui. La vidéosurveillance automatisée ne va absolument pas résoudre ces problèmes. Il faut se poser la question de comment on gère les foules, comment on gère les incidents, comment on gère aussi les violences policières dans la gestion de ces foules. Ça n'est pas la vidéosurveillance algorithmique qui va résoudre ces problèmes-là. C'est difficile à croire quand même qu'on a des responsables politiques et toutes ces personnes qui en débattent dans les deux assemblées qui ne croient qu'aveuglément à la solution magique. Enfin, ils ont ces données que là on expose sur ce plateau. Pourquoi ils s'obstinent absolument? Est-ce que c'est qu'une question de marché? Parce que ça représente, on a dit, des milliards. Est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est autre chose? C'est quoi la raison alors? Si on sait que ça marche pas, que les études sont là, pourquoi on y va?
Alors, il y a un exemple qu'on aime bien donner, c'est il y a 1 an et demi, on avait été invité à la Quadrature du Net à une réunion publique en banlieue parisienne sur l'île Saint-Denis, qui était une des dernières communes qui n'avait pas de vidéosurveillance. On parlait même pas d'algorithme, on parlait de vidéosurveillance. Oui. C'était une commune qui n'en avait toujours pas fin 2021. Et donc c'était quelque chose un peu étrange en Île-de-France. Et cette soirée était très intéressante parce que l'opposition à cette vidéosurveillance avait fait un travail de compilation des études qui montraient que c'était inefficace, que ça ne servait à rien. À la fin de la soirée, tout le monde était à peu près d'accord pour dire que rien ne justifiait rationnellement cette vidéosurveillance. Et le maire arrive à la fin de cette réunion et nous dit « Oui, mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je dise à la grand-mère qui s'est fait voler son sac et qui cherche une réponse immédiate ?» Et c'est effectivement là où il faut chercher l'explication de tout ce technosolutionnisme. C'est que politiquement, les responsables politiques peuvent capitaliser en disant « Regardez, je fais quelque chose. Ça ne sert à rien, c'est pas grave. » C'est une manière de dire aux électeurs et aux électrices, je fais quelque chose pour vous, votez pour moi. Et ça n'est pas pour rien que la droite sénatoriale a été majoritairement pour ce texte. Et c'est un peu ce qu'on reproche au PS, au Sénat, c'est d'être dans ces mêmes directions que la droite sénatoriale sécuritaire. C'est que pour une certaine partie des mouvements politiques en France, la sécurité passe par plus de surveillance, moins d'humains, plus d'automatisation. Ça n'est pas la réponse que la Quadrature et les personnes qui s'opposent à ces textes on propose de faire de la surveillance, de la sécurité, autrement, sans faire de la surveillance. Bien sûr, rappelons le nombre de voix, effectivement, 245 voix pour, contre 28 contre au Sénat, du coup, le 31. Alors, dernière question, pour finir, on revient sur le cas français, puisqu'on était parti en Arabie Saoudite pour imaginer le futur. Le projet de loi olympique, comme je l'ai dit, est passé tranquillement au Sénat, comme on l'a rappelé à l'instant, va bientôt arriver devant les députés, et là, ça peut changer la donne. Là, les choses peuvent être différentes. Qu'est-ce que vous espérez du départ du texte vers l'Assemblée ? C'est vrai que même notre collectif est un peu sollicité par les élus de l'Assemblée nationale. J'imagine que la Quadrature du Net est encore plus que nous. Du coup, c'est vrai qu'il y a... Vous avez pu rencontrer des élus ? Non, mais les élus proposent de se rencontrer, quoi. Ah oui ? Oui, du coup, c'est un bon signe, je trouve. Les équilibres politiques, effectivement, à l'Assemblée sont complètement différents. J'enfonce une porte ouverte en disant ça. On a l'espoir encore que ce travail de plaidoyer nous permettra d'obtenir la suppression de cet article 7. Alors nous, à la Quadrature du Net, on ne s'est pas positionné pour ou contre les Jeux Olympiques. On reste limité à cette question de l'article 7 où on demande sa suppression. La suppression peut être obtenue parce que la gauche à l'Assemblée nationale entend nos arguments, entend les problèmes que cela va poser. De manière égalitaire dans tout le spectre de gauche ? Pour l'instant, c'est difficile de le dire puisqu'on n'a pas eu les premiers votes. On a eu pas de lien particulier pour l'instant, on a simplement eu la désignation du rapporteur de ce texte. Donc aucun débat encore n'a eu lieu en commission. Donc c'est trop tôt pour se prononcer. Mais on voit effectivement un intérêt de la part des élus. On a été auditionné par certains groupes, on va l'être à nouveau par d'autres groupes. Donc on voit un intérêt, on voit une fenêtre politique et derrière, il ne faut pas non plus oublier que nous, à la Quadrature du Net, on sait faire du droit, on sait faire des contentieux. Il y a aussi le fait que le Conseil constitutionnel pourrait, avec beaucoup de réserves, mais pourrait censurer ce type de texte qui, juridiquement, cet article est une hérésie, est une absurdité juridique. On nous parle d'absence de surveillance biométrique, alors que la vidéosurveillance algorithmique par nature, parce qu'elle analyse les corps, est de l'analyse biométrique. Donc on a aussi un certain nombre d'arguments juridiques au soutien de la nécessité de supprimer cet article, qui sont entendus par une partie des députés, à voir comment ça se traduit, mais en tout cas, on espère qu'on aura des débats un peu plus riches que ce qui s'est passé au Sénat, et peut-être la suppression de cet article 7. Merci à tous les deux. On va suivre avec attention ces débats qui vont avoir lieu bientôt, et on ne manquera pas de vous rappeler pour suivre cela avec vous si vous le désirez. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation ce soir en tout cas. Merci beaucoup et bonne soirée.